Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment relancer ta progression après plusieurs années de pratique et on va notamment parler du cas de Lucille, une de mes clientes. Juste avant, je me présente, je m'appelle Romain Méchin, je suis coach en ligne depuis plusieurs années et j'ai accompagné plus d'une centaine de personnes à se transformer physiquement comme tu peux le voir. On revient sur le cas de Lucille. Je te recommande vraiment de rester jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais te donner énormément de valeur, comme j'en ai rarement donné dans une vidéo. Donc vraiment, à la fin de cette vidéo, tu auras tout ce qu'il te faut pour relancer ta progression et ou l'optimiser pour toi, OK? Pour Lucille, du coup, ça fait un peu plus d'un an que je coach Lucille, que je coach toujours d'ailleurs et je vais te présenter du coup un peu les progrès qu'on a pu faire en un an. Donc avec Lucille, on a pris 4 kilos en un an. On est passé de 61,6 à 65,4 en sachant qu'il y a eu des phases de déficit aussi, hein, dans le process. Donc plus 4 kilos, plus aucune douleur à l'épaule. Ça, c'était hyper important puisque l'une des principales problématiques de Lucille, c'était ses douleurs à l'épaule, qui ont fait qu'elle ne pouvait pas s'entraîner à fond sur le haut du corps, notamment sur les épaules, sur les bras et donc ça l'a limité très clairement. Donc actuellement, on n'a plus du tout de douleur depuis un bon moment. On les a réglées relativement rapidement en quelques mois à peine. Donc ça nous a permis de rattraper son point faible au niveau des épaules et là, on peut voir qu'avec le plus 4 kilos, on a quand même un physique qui est encore très lean, quasiment le même taux de masse grasse très honnêtement, hein. Donc on peut être très content de ça. Plus d'épaules, plus de bras, plus de dos, plus de fessiers, de cuisses. Donc voilà, on a très bien, fait progresser le physique et c'est loin d'être dû au hasard. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment on a fait, comment on a débloqué, comment on a accéléré la progression de Lucille, malgré plusieurs années de pratique. On va commencer par le sommaire, diagnostic, erreur principale, nouvelle stratégie, mise en place concrète, et ajustement et résultat, comment on a géré un peu tout ça. Je te recommande vraiment de rester jusqu'à la fin, je me répète, mais vraiment, c'est hyper important. Tu vas tout comprendre si tu restes jusqu'à la fin et tu auras un maximum de valeur pour relancer ta progression. Lucille, elle avait déjà des bonnes bases, même des très bonnes bases, hein, mais elle avait du mal à tout assembler pour que l'ensemble soit cohérent et je sais que c'est le cas de beaucoup de gens. Elle rencontrait pas mal de problématiques. La première, c'était la priorisation du volume dans les séances. Quoi mettre en priorité en termes de muscles? Combien de volume? À quelle fréquence? Comment répartir sur les séances? Etc. etc. Je pense qu'elle avait pas mal sous-estimé l'importance de la qualité de l'entraînement, la sélection des exos, les setups, le volume d'entraînement, les exécutions, la précision, l'intensité, tout ça. C'est sûrement les points où on a le plus travaillé avec Lucille et qui ont eu le plus d'impact sur la progression de son physique. Le troisième problème, c'était sûrement la cohérence et la vision long terme, donc le manque de vision entre les différentes phases, qui entraîne forcément une stagnation parce que du coup, on le fait un peu au jour le jour, sans avoir une réflexion vraiment de OK, de tel temps à tel temps, on est dans cette phase-là, qui permet de vraiment avoir une certaine cohérence et du coup optimiser les gains. Quand vous êtes intermédiaire avancé, c'est hyper important d'avoir cette vision long terme et une cohérence globale. Le quatrième point, c'était sûrement l'équilibre dans l'alimentation. Elle avait vraiment le sentiment de pas être disciplinée parce que des fois elle sortait du plan, etc., etc. Et je pense que c'était une mauvaise analyse de qu'est-ce qu'elle avait besoin pour adhérer au mieux, pour avoir une bonne adhésion. Auquel cas, dans son cas, c'était le fait d'être plus flexible au niveau de sa diète, d'avoir une diète avec une certaine flexibilité. Donc voilà, si c'est le genre de problématique que tu rencontres, je propose des consultations offertes. On analyse tes problématiques, on analyse ta stratégie actuelle et on définit un plan d'action personnalisé. Donc voilà, tu as le lien dans la description, n'hésite pas si tu le souhaites. On est parti pour parler du coup du diagnostic. Le premier point hyper important, c'est d'analyser le physique. Les points forts, les points faibles, j'ai oublié de le noter, mais les points moyens aussi, ça peut être intéressant. Et c'est pas forcément un exercice facile, donc si tu veux m'envoyer ton physique, quelques pauses, je te donnerai mon avis, donc n'hésite pas. Mais voilà, c'est le premier point, on analyse le physique, comme ça on peut ensuite mettre le volume au bon endroit. Ensuite, analyse de l'alimentation. Est-ce que les fondamentaux sont respectés? Bon, j'ai écrit adhérence, mais c'est plutôt adhésion. Est-ce que vous avez une bonne adhésion à votre diète? Hyper important. Calories, macronutriments, micronutriments, fibres, qualité, timing. Tout ça, moi, c'est les choses que je traque dans mon document. C'est possible de le traquer via Chronometer aussi, qui est une application qui est, je crois, gratuite en plus. Donc, ça peut être bien pour avoir une vision globale de est-ce que vous êtes cohérent au niveau de votre alimentation. Et ensuite, ça permet d'avoir une complémentation cohérente. Potentiellement de la vitamine D, bon, quasiment obligatoire pour quasiment tout le monde. Oméga 3, magnésium, créatine, zinc, bétalanine, voilà, tout ce qui est à peu près backup. Est-ce que ça a du sens pour vous dans votre contexte? Analyse de l'entraînement, programmation, volume d'entraînement, exécution d'exercices, voilà, tout ça, ça nous permet de faire un diagnostic et du coup de prendre des décisions pour optimiser les gains. J'ai regroupé les points 2, 3 et 4. Donc conclusion sur l'analyse du physique. Chez Lucille, on a priorisé sur 2-3 groupes musculaires et c'est ce que je recommande toujours de faire, prioriser sur 2-3 groupes musculaires. Si vous commencez à avoir 5 groupes que vous voulez voir progresser de manière rapide, entre guillemets,
vous allez vous éparpiller. Vous n'aurez pas assez de volume, ça va être, fouillé et c'est ce que je vois tout le temps, c'est trop de volume global et pas assez de volume, de manière relativement ciblée avec des phases intelligemment construites. Donc chez Lucille, c'était épaule réhab à la base, biceps qu'on voulait rattraper sur le haut du corps et les legs, le bas du corps. Donc notamment fessiers, ischio qui étaient priorisés. Donc comment on a fait ça? Priorisation en termes de volume, en termes de fréquence et en termes de timing. Donc volume d'entraînement, fréquence d'entraînement, timing, fréquence fois 2 minimum pour avoir du coup forcément plus de stimulation plus régulièrement. On sait actuellement que c'est largement supérieur à avoir sûrement qu'une fréquence par semaine. Donc voilà, ça nous permettait de déterminer l'endroit où on allait mettre le plus d'efforts. Ensuite, sur l'alimentation, les problématiques de Lucille, c'était surtout, elle savait pas trop combien de calories, elle savait pas trop quand augmenter, quand diminuer, combien il fallait augmenter, combien il fallait diminuer. Donc ça, c'est vraiment une problématique que je vois tout le temps. Et en fait, tout ça, ces questions-là, elles doivent être répondues par de la donnée, pas juste au feeling. Et c'est pour ça qu'on va voir juste après qu'est-ce qu'on doit prendre comme donnée. On a défini des objectifs et des phases précises. Ça peut être perdre 5 kilos, faire 5 trainings pendant 6 mois. Mais voilà, c'est très important d'avoir des objectifs détaillés qui sont timés dans le temps et écrits noir sur blanc. Ensuite, faire une roadmap, donc c'est-à-dire dans quelle direction on va. On va mettre des dates, on va mettre dans quelle phase on va être pendant combien de temps, le training qu'on fait actuellement, les steps qu'on a, la nutrition. Voilà, ça permet de stocker, d'analyser et de comprendre. Donc, moi, je l'utilise dans mon document de suivi. C'est aussi possible de le faire, si vous le faites pour vous-même, de vous faire un petit document où vous avez votre roadmap pour avoir une idée, ok, jusqu'à tel temps, je fais un surplus. Voilà, il vous faut des données. Sans données, en fait, vous naviguez à l'aveugle. Quand on navigue à l'aveugle, on ne peut pas prendre de bonnes décisions, c'est impossible. Vous prenez toujours un GPS hein, quand vous allez à n'importe quel endroit, c'est pas pour rien. C'est pour pas vous retrouver à faire le double de temps de trajet parce que vous aviez juste pas pris votre GPS. Donc tout ça, ça nous permet de s'assurer que l'environnement, le cadre et les objectifs sont cohérents et adaptés pour accueillir le stimulus et le transformer en gain potentiel. Parce que tout ça, c'est de l'environnement. C'est créer l'environnement optimal pour que le stimulus, qui est la base de tout, soit bien reçu et bien transformé, on va dire. Donc sur l'analyse de l'entraînement, le plus important, filmez-vous. Filmez-vous, analysez la qualité de vos exécutions, la qualité du stimulus. Euh, En fait, l'analyse de la qualité d'exécution, c'est la qualité du stimulus. C'est à quel point vos séries vont être productives et vont amener du stimulus, qui est encore une fois la base de tout. Hein. Et on va pouvoir se demander est-ce que la tension est au bon endroit et est-ce que le stimulus est suffisant. Quand on dit stimulus suffisant, du coup, est-ce que le ralentissement involontaire de la phase concentrique, donc est-ce que l'intensité est suffisante. Et il y a plein d'autres questions à se poser par rapport à la tension est-elle au bon endroit. Et ça, on va le voir. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait progresser Lucille au niveau de ses exécutions. Donc là, par exemple, on a son reverse pec deck. On voit que il y a beaucoup de mouvements au niveau des omoplates. Le problème de ça, c'est que l'arrière d'épaule, pour bien le recruter, on veut justement avoir l'omoplate relativement stable parce que sinon, on va bouger l'insertion au niveau de l'arrière d'épaule qui est au niveau de l'omoplate en même temps que l'insertion au niveau de l'humérus. Donc en fait, le muscle va pas vraiment s'étirer ou se raccourcir, il va juste rester dans la même longueur. Donc forcément, on va avoir un très bon stimulus pour le haut du dos. Lui, il a déjà un très bon haut du dos, donc c'était pas notre but. Hein. Donc est-ce que on a bien l'action biomécanique du muscle ciblé? En réalité, oui, mais on bouge plusieurs articulations en même temps qu'on voudrait pas bouger. Donc on n'était pas bon là-dessus. La résistance, pour le coup, on pouvait pas trop la changer. L'amplitude, et du coup, est-ce qu'elle était active? Est-ce qu'elle avait pas trop d'amplitude? Et c'était surtout ça le problème ici. Le tempo, qui était peut-être un petit peu rapide. L'intention dans le mouvement qui était très importante. Est-ce qu'elle avait bien l'intention de bouger seulement l'humérus et de garder les scaps stables pour justement limiter l'utilisation de ce rôle du dos? Probablement pas. Et c'est pour ça que Lucille avait probablement un point faible au niveau de l'arrière d'épaule. Donc, ce qu'on a fait, c'est réduire l'amplitude, avoir une amplitude réellement adaptée. Bon, là, on voit que son dépôt, il a bien progressé hein, entre les deux vidéos. Mais voilà, une amplitude qui est totalement différente. Donc, on a toujours un peu de mouvement au niveau des scaps. Hein. C'est quasiment impossible de ne pas du tout bouger les scaps. Mais on a une technique bien meilleure, bien plus précise au niveau pour recruter son arrière d'épaule ici. Et voilà, j'ai plein d'exemples comme ça. Hein. On a le leg curl allongé aussi, où au début, Lucille avait tendance à bouger pas mal son bassin. Et tout ça, c'était lié à potentiellement un peu trop d'explosivité, mauvaise intention dans le mouvement,
Il y avait pas mal de momentum sur le mouvement, sur son leg curl allongé, chose qu'on a vraiment bien réglé avec le temps. Actuellement, le leg curl allongé de Lucie, il est absolument impeccable, hein. Beaucoup plus d'intention dans son mouvement, une amplitude qui est réellement stimulante, c'est-à-dire qu'on descend pas trop bas pour vraiment garder, le bassin stable et là, on a vraiment qu'un mouvement de genou. Voilà. Tout ça, on pourrait se dire que c'est du détail, mais pas du tout. Pas du tout, en fait, c'est littéralement ce qui fait la différence entre quelqu'un d'avancé et quelqu'un qui sera plutôt qui va rester, intermédiaire, qui va vraiment, progresser beaucoup moins vite et cetera. Parce que tout simplement, c'est le stimulus, tout ça, c'est le stimulus et donc si vous avez un super stimulus, ensuite, bah, il faut, le transformer ce stimulus, mais c'est le plus important. Donc avoir des trainings très qualitatifs, ça fait toute la différence et ensuite, c'est la quantité de stimulus. Donc ça passe par le volume d'entraînement. Moi, personnellement, je le calcule directement dans mon document. Donc c'est le nombre de séries par groupe musculaire et pour vous donner une fourchette très générale, pour les points faibles, on essaierait d'avoir un peu plus de 10 séries. Pour les points moyens, entre 6 et 10 séries et pour les points forts, entre 0 et 6 séries. C'est totalement à adapter en fonction des individus. La fourchette, elle doit être large. J'ai pas forcément mis le volume, c'est pas le volume de Lucille ici parce que le volume, il a vraiment changé beaucoup avec, Lucille étant donné qu'elle avait ses douleurs à l'épaule. On a commencé relativement bas en augmentant très, très progressivement, donc le volume a été, très changeant au fur et à mesure et il faudra vraiment s'adapter, en fonction de la personne. Par exemple, encore une fois, les douleurs de Lucille m'ont obligé à m'adapter au volume qu'elle pouvait tolérer. Il faut quand même garder en tête que les femmes récupèrent généralement mieux que les hommes, en grande partie grâce aux œstrogènes, pardon et les marqueurs qui pourraient montrer trop de volume, ça pourrait être une difficulté à creux surchargé, une capacité de travail réduite, c'est-à-dire que vous perdez beaucoup de reps d'une série à l'autre, genre, 3, 4, 5 reps et une fatigue chronique. Donc tout ça, ça nous permet de s'assurer de la qualité de l'ampleur du stimulus. Maintenant qu'on a fait ça, on va traquer les données pour s'assurer qu'on est sur la bonne route, si on progresse comme on le veut. Donc notamment un logbook qui va nous permettre de traquer les performances et la récup. Donc vous traquez vos perfs, vous vous rendez compte si vous progressez au fur et à mesure. Une des plus grosses erreurs que vous faites, vous êtes matrixé par la surcharge. Vous voulez absolument mettre plus lourd au détriment de la technique, alors que surcharger, c'est un process méga lent parce que pour surcharger, vous devez prendre du muscle. En fait, c'est une conséquence de la prise de muscle, la surcharge, et pas l'inverse. C'est pas en surchargeant que vous prendrez du muscle. C'est en prenant du muscle que vous pourrez surcharger. Et donc, ça peut être très lent, surtout sur des mouvements d'isolation, par exemple. Il y aura peu de masse musculaire engagée, donc plus de temps pour pouvoir forcément surcharger. L'important, c'est à quel point vous allez loin dans l'effort, intensité, précision et pas de triche. Et quand vous faites tout ça, bah, c'est un process encore plus lent. Donc un logbook tout vert chaque semaine, ça ne veut absolument pas dire que vous progressez, ça veut absolument rien dire. Et même très souvent, quand je vois un logbook tout vert, je sais que la personne triche probablement excessivement. Ensuite, prenez des photos du physique, de manière hebdomadaire ou mensuelle. Pour beaucoup de gens, mensuel, ça suffit. Hebdomadaire, si vous faites de la compète, pourquoi pas, mais mensuel, ça permet une fois par mois on voit pas de progrès, en fait, d'une semaine à l'autre, hein, quand on est, un pratiquant intermédiaire avancé, donc de manière mensuelle, ça peut être très bien, à moins que vouliez améliorer votre posing. Très important, standardiser vos photos, lumière, distance, hem, hauteur de l'appareil et cetera, pour pouvoir réellement quantifier. Le but, c'est pas d'avoir la meilleure light possible, hein. Ici, je suis loin d'avoir, la meilleure light possible, c'est quand je prenais mes photos quand j'étais en prep. La lumière était correcte et ça me permettait au moins de quantifier l'évolution de mes progrès et c'est ça l'important. Ensuite, les biofeedbacks qu'il va falloir traquer, donc le poids de corps, en général, minimum 3 fois par semaine, je recommande. Ça permettra de faire une moyenne qui sera beaucoup plus fiable que juste une seule donnée par semaine. Ensuite, en fonction de ces données-là de poids de corps vont nous permettre de quantifier la diète, comme je le disais plus tôt. On se base sur des données pour prendre des décisions au niveau de la diète. En phase de surplus calorique, le but, ça serait de prendre entre 0,5% et 1,5% du poids de corps par mois maximum. Ce qui donne pour un individu de 70 kg, 350 grammes à 1 kg. Ayez une vision long terme, ça sert à rien de prendre excessivement du poids. Vous allez juste prendre du gras trop rapidement, devoir sécher plus vite et c'est pas forcément ce qu'on veut puisque, encore une fois, prendre du muscle, c'est lent. Donc il faut avoir une vision long terme et prendre le temps. Donc on a pris 4 kilos en 1 an avec Lucille, hein, encore une fois. Donc très, très smooth parce que aucun intérêt de prendre du gras rapidement. En tout cas, de prendre du poids rapidement, si ce n'est si vous voulez prendre du gras rapidement. Donc voilà pour le surplus. Pour le déficit, du coup, pareil, perdre entre 0,5 et 1% de poids de corps par semaine, on peut se permettre d'aller plus vite, hein.
donc là, ça ferait 350 grammes à 1 kilo pour quelqu'un de 70 kilos. Mais voilà, le risque, c'est toujours la fatigue. Donc c'est toujours individualisé, mais si vous tolérez très bien le déficit, on pourra aller plus vite. Mais c'est toujours la fatigue, le risque de perdre du muscle, le risque, de forcément faire des entraînements moins productifs parce que, trop de fatigue et cetera. Donc voilà des repères un peu au niveau des phases et on peut quantifier ça du coup en fonction du poids de corps. Alors je recommande pas forcément de faire des changements toutes les semaines, plutôt toutes les 2 semaines parce que, bah, un poids ça fluctue donc avoir la capacité à prendre du recul, de se dire: «OK, je vais attendre peut-être 2 semaines avant de faire un changement», ça peut être intéressant pour vraiment voir si la tendance est réellement la bonne, même si je l'ai pas noté ici. Ensuite, quantifier le sommeil, qualité, quantité, régularité, la motivation, l'énergie, le stress, ça peut être très important. Ce sera des marqueurs de récupération qui permettra d'adapter au mieux l'entraînement, le volume, les phases de deload, et cetera, et cetera. Pour les femmes, les menstruations avec les dates et les symptômes. Pourquoi? Parce que ça permettra d'adapter l'entraînement et la nutrition autour de cette période, si besoin. Si, vous avez par exemple des menstruations douloureuses qui vous empêchent de vous entraîner à fond, bah, pourquoi pas, ou de même de vous entraîner tout court, pourquoi pas cycler l'entraînement de façon à en avoir moins pendant les phases de menstruation? Si vous avez plus faim durant ces périodes-là, c'est ce qu'on a fait avec Lucille pendant un moment, pourquoi pas augmenter les calories ponctuellement durant les menstruations? Pour justement éviter de se jeter sur tout et finalement manger plus avec la frustration de se dire: «J'ai pas suivi le plan». Alors que si on augmente de manière ponctuelle, on va sûrement manger moins, moins se frustrer, s'adapter au contexte et voilà, ça peut être très important, pour s'adapter au mieux, quoi. Mais c'est si besoin, hein, ça veut pas dire que ce sera obligatoire. Et pour le tracking de données, n'hésitez pas à vous dire: est-ce que vous voulez le faire de manière quotidienne si vous aimez ça ou adapter à votre adhésion en le faisant de manière hebdo, par exemple, en traquant juste une fois par semaine au bilan. Si vous mettez tout ce que je viens de dire en place, il y a aucune raison que vous ne progressiez pas. Ici, c'est l'exemple de certains de mes clients qui sont dans ce contexte-là, plusieurs années de pratique, qui stagnaient et qui ont clairement lancé leur progression en mettant tout ce qu'il faut en place et en ayant une structure et une vision long terme. Donc si toi aussi, tu as envie d'optimiser réellement ta progression et de ne plus laisser de place au hasard, encore une fois, je propose des consultations offertes. J'analyse tes problématiques, j'analyse ta stratégie actuelle et on définit un plan concret ensemble. Tu as le lien dans la description. Merci pour ton écoute et on se dit à très vite.